Pile Poule. Dialogue pour le temps présent et pour les temps futurs. Une émission de Marc Wielinski, tous les dimanches de 13h à 14h sur RCJ. Où va notre monde? Comment mieux le comprendre? Que puis-je faire pour l'améliorer? Que m'est-il permis d'espérer? Une émission proposée avec la Fondation du judaïsme français. 01 53 59 47 47. Aujourd'hui, Maurice Ravel, ni femme, ni Dieu, ni maître, avec Michel Lopiteau d'Orfeuille. C'est en musique que nous allons effectuer cette rentrée sur Pile Poule, en parlant de Maurice Ravel avec vous, Michel Lopiteau d'Orfeuille. Vous êtes chef de chœur et chef d'orchestre, musicologue, et vous avez écrit également de nombreux livres musicaux, notamment sur Mozart, sur Bach, sur Beethoven, sur Schubert, sur Handel. Exactement. Donc Maurice Ravel, peut-être que les jeunes générations ne savent plus très bien qui est Maurice Ravel, ce très très grand musicien, un des plus grands musiciens français, même à mon avis. Le plus grand, je le pense. plus grand et peut-être Oui. parmi les plus grands musiciens de musique classique qui ait jamais existé. Michel Lopiteau d'Orfeuille, pourquoi écrire sur Maurice Ravel? On connaît le nom de Maurice Ravel, on connaît le boléro, grâce au film de Lelouch essentiellement pour beaucoup de gens. Mais il y a tellement d'autres choses qu'il fallait que je parle de tout le reste. Voilà. Et du boléro aussi, bien sûr. Ouais. Mais j'avais envie de parler du reste. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots, justement, pour ceux qui connaissent Maurice Ravel, évidemment, ce ne sera peut-être pas nécessaire, mais pour, disons, les jeunes générations qui vont peut-être moins entendu parler de ce musicien qui est mort déjà en 1937, et il est né en 1875, 3 jours après la première représentation de Carmen. Donc c'est un homme qui est né au 19e siècle. Carmen de Bizet, oui. Oui, de Carmen de Bizet, juste après le scandale, 3 jours après. Et dans l'espace de sa vie, il n'a pas vécu très vieux. Entre 1875 et 1937, le monde a complètement changé. Il est mort dans un monde totalement différent, où il y avait l'électricité, la voiture, l'avion, la télévision même, l'aspirine, les antibiotiques, enfin tout. Tout notre monde moderne est apparu pendant la durée de vie de Ravel. Donc, un homme du 19e siècle qui avait un pied dans le 20e. Alors, Michel Lopiteau d'Orfeuille, Maurice Ravel, le sous-titre de votre livre, c'est « Ni femme, ni Dieu, ni maître ». Alors, on va expliquer ça. Mais je voudrais commencer par ni maître, parce qu'il a eu des maîtres quand même. Il a eu des professeurs. Si vous le prenez dans le sens de professeur, oui. Moi, je le prenais dans le sens de sponsor, de maître comme par exemple Mozart pouvait en avoir avec Colloredo, ou Beethoven pouvait en avoir avec Lichowski. Il n'a jamais dépendu de personne financièrement. C'est ça que j'ai voulu dire. C'était un musicien freelance. Voilà, il vendait sa musique à des éditeurs ou il la vendait pas. Et la plupart du temps, il a vécu de l'aide de son frère et de ses parents pendant très longtemps, et ensuite financièrement de son frère. Il n'a jamais eu beaucoup d'argent, Ravel. Il n'a jamais eu beaucoup d'argent, alors qu'il a connu une célébrité quand même énorme. Oui, à la fin de sa vie, oui. Des tournées triomphales dans le monde entier, mais vraiment dans le monde entier, au Canada, aux États-Unis, en Scandinavie, en Europe de l'Est, en Pologne. C'était une grande star, mais l'intendance matérielle ne suivait pas. Les droits d'auteur sont arrivés plus tard, et un peu trop tard pour lui. C'est surtout ses héritiers qui ont eu beaucoup d'argent. Mais Ravel, non. Il est resté, oui, plus ou moins impécunieux jusqu'effectivement à la fin de sa vie, alors qu'il a fait la richesse de ses descendants. Ah, ça, Le oui. boléro de Ravel, je crois, la pièce de musique la plus jouée dans le monde. Vous Elle a dites été pendant très longtemps. vous dites qu'elle est jouée toutes les 40 minutes dans le monde. Oui, ça, je sais pas si c'est toujours vrai, mais ça a été vrai pendant très longtemps.
Et les héritiers de Ravel, oui, ont eu une fortune absolument colossale, alors qu'ils n'ont jamais connu Ravel. Ce sont les descendants du chauffeur et de la masseuse du frère de Ravel. Ça paraît comique, mais c'est vrai, c'est pas du tout un gag. Ce sont des gens qui n'ont jamais vu Ravel de leur vie. Alors, ce qu'il y a de vraiment passionnant dans votre livre, hein, je rappelle, Maurice Ravel, Ni femme, ni Dieu, ni maître, j'ai pas dit que c'était aux éditions Le Bord de l'eau, c'est que vous parlez évidemment de la vie de Maurice Ravel et vous faites une analyse précise aussi de chaque, enfin, de chaque morceau et quasiment Oui, tous les morceaux de Ravel presque tous, oui. parce que il en a pas écrit tant que ça Mais finalement. non, il était très paresseux. Et c'est lui qui disait, je suis très paresseux. Et après la guerre de 14, il a énormément voyagé. Quand il voyageait, il n'écrivait pas. Bon, ça lui a pris beaucoup de temps. Il a perdu le sommeil pendant qu'il était à la guerre. Il faut préciser quand même qu'il a demandé à être enrôlé alors qu'il était réformé pour être trop menu, trop léger. Il a, il a tiré les sonnettes il s'est fait pistonner pour être euh, faire la guerre, alors que beaucoup de Ouais. gens auraient préféré ne pas la faire, mais son frère la faisait, ses élèves la faisaient, il ne supportait pas de rester à l'arrière. Donc il est allé à Verdun, hein, il n'a pas dans les tranchées, mais enfin il a risqué sa vie plusieurs fois. C'était un choix, mais il a perdu le sommeil. Et à partir de là, sa productivité a beaucoup baissé. La plupart de ses œuvres sont antérieures à la guerre de 14. En tout cas, pour piano, tout a été écrit avant la guerre de 14. Ensuite, il y a peu de choses, mais ce sont des choses extraordinaires, Ouais. des Oui, œuvres c'est vrai qu'il extraordinaires. y a pas forcément la qualité, mais on peut pas trouver une œuvre de Ravel qui soit bon, il peut y avoir quelques-unes où il y a des petites faiblesses, mais elles sont Ah toutes non, tout d'un est niveau de extraordinaire. qualité musicale Ah, absolument tout extraordinaire. est extraordinaire. Il y en a beaucoup moins après 14-18, mais il y a les concertos pour piano, il y a le boléro, il y a la valse, des choses que l'on joue beaucoup actuellement. Ouais. Voilà. Et, Alors ça, on va écouter, un peu de musique, ah et on va oui, écouter Jeux d'eau, heu, ah, ce qui est bien dans votre livre, c'est que vous avez des QR codes, c'est-à-dire que vous pouvez approcher votre mobile et quand vous parlez d'une œuvre, on peut tout de suite l'écouter. voilà. Et surtout, vous Là, pouvez faire Ravel. là, Ah, par contre, c'est une interprétation, ce qui est celle de Bertrand Chamaillou que j'ai choisie. oui, oui. On va écouter un petit peu de cette musique, Jeux d'eau, et et puis vous nous en parlerez. Je crois que c'est une Avec plaisir. œuvre de jeunesse. Ah oui, oui, il avait 25 ans. Oui, Il avait c'est 25 ce ans. qui l'a rendu célèbre, d'abord. Jeux d'eau, donc.
J'ai voulu qu'on écoute la totalité de cette œuvre qui Magnifique. est absolument extraordinaire et qu'on peut pas couper. Euh, Ouais. Composée par un jeune homme de 25 ans. Qu'est-ce qui Ouais. rend ces jeux d'eau si extraordinaires? C'est d'abord la virtuosité qu'il demande, et puis c'est la gaieté de l'œuvre, parce que le sous-titre, c'est Dieu filial qui rit de l'eau qui le chatouille. Ça, c'est le sous-titre. Donc, Ravel a voulu faire une œuvre joyeuse avec vraiment un Dieu qui est chatouillé par l'eau. Il a essayé de reproduire, il a expliqué dans des écrits, le bruit de l'eau, le bruit des fontaines qui jaillissent. Il a pensé aussi à Liszt, au jeu d'eau de la Villa d'Est, bien sûr, de Franz Liszt, un hommage à Franz Liszt. Et ça a eu beaucoup de succès auprès de ses contemporains. Il n'y a que Mm. Saint-Saëns qui était furieux, parce que Saint-Saëns détestait Ravel, il lui a mis le bâton dans les roues toute sa vie. Et comme Saint-Saëns avait été un élève de Liszt, il estimait que personne d'autre que lui-même ne pouvait écrire dans le style de Liszt. Donc Ouais. là, il s'est fait un ennemi pour la vie avec Jeux Voilà. Alors, ce qui ressort bien dans ces jeux d'eau, et dans votre livre, c'est l'humour. C'est l'humour de Maurice Ravel. Oui, il était très C'est quand même drôle. loin Voilà, d'être un musicien compassé, académique, c'était un c'est homme un qui type avait plein beaucoup, d'humour, qui beaucoup avait d'humour. une expression très libre. Ouais. Énormément d'humour, il était très drôle. Chaque fois qu'il faisait des réflexions, il était toujours très, très, très amusant, toujours. Oui. Alors vous dites, donc on a vu ni maître, ni femme, ni Dieu, ni femme. Et non, Il ben a, non. on a Il avait l'impression plein que d'amis, il était entouré de femmes, il était très séduisant. Donc les femmes tournaient autour de lui, mais c'était pas son truc. Alors d'abord, il s'était déclaré hostile au mariage pendant très longtemps. Il a vécu chez ses parents jusqu'à la guerre de 14, hein. Donc le vieux garçon dans toute sa splendeur. Et puis des femmes tournaient autour de lui. Un jour, il a quand même fait sa demande à Jordan Morange, qui était une violoniste de grand talent qui jouait ses œuvres. Elle avait déjà une liaison avec un peintre, donc elle a décliné l'invitation en disant: je vous aime très chèrement, mais je ne peux pas vous épouser. Et après, ça a été fini. Et je pense il était étranger aux sentiments amoureux. Quand Marguerite Long lui disait: mais mariez-vous, vous feriez un père de famille formidable. Il adorait les gosses, il jouait beaucoup avec les enfants de ses amis. Il disait: non, l'amour se réduit ne dépasse jamais le licencieux. C'est terrible. Il était tout à fait étranger à l'amour. Alors, il avait des rencontres sexuelles tarifées, comme beaucoup c'est ça, il n'était pas de. asexué, il Ah non, était non, non, il allait voir les dames et puis il en parlait avec beaucoup de simplicité. Il en parlait à ses amis, les dames qu'il fréquentait, il ne le cachait pas. Mais voilà, l'amour, c'était pas son truc. Voilà. il Donc, a vécu quand même une époque, on a l'impression quand même, de floraison des arts, de liberté, parce que ah oui. ses amis, c'était qui? C'était Cocteau, c'était Colette, c'était C'était tous Colette, les c'était le musiciens, ballet russe, c'était Diaghilev, c'était une époque fabuleuse. Picasso, C'était c'était... une époque fabuleuse. Ah oui, 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 bien sûr, bien sûr. Avant la guerre de 14, entre les deux guerres aussi, mais déjà avant la guerre de 14, il y a eu le Sacre du Printemps, il y a eu Petrouchka, il y a eu l'Oiseau de Feu, il y a eu Dastis et Chloé. C'était une période extraordinaire qui précédait le grand désastre de 14-18. C'est ça. Ouais. Ouais, oui, c'est la fin. Il a Ça a été vécu un cette... désastre. Ouais. Alors, vous dites aussi ni Dieu. Eh oui, ben non, Il est né dans une famille franco-basque, on peut Oui, dire il ça. a été baptisé petit, il a été baptisé, élevé dans la religion catholique, mais il a perdu la foi très très vite et c'était un non-sujet pour lui. Il n'en parlait jamais. Sa mère a été enterrée civilement, lui aussi, il avait demandé un enterrement civil. Ça n'existait pas dans sa vie. Et quand il parlait à ses élèves, des musiciens d'autrefois, il parlait de Couperin, il parlait de Mozart, il parlait de tous ces gens-là, de Chopin. Ils ne parlaient jamais de leurs œuvres religieuses, comme si elles n'existaient pas. Il y a une exception, c'est il a écrit un accompagnement pour 2 airs hébraïques, parce que c'était une amie qui lui demandait, Oui, c'est ça. Et pour oui, faire alors plaisir à il une amie. s'intéressait à toutes les musiques, mais il a écrit, alors ça, c'est une... On va l'écouter, on va Le l'écouter. Kaddish, oui. Alors au début, il y a rien, au début c'est a cappella, Ah, et petit à petit, il y a un petit peu de piano, puis de plus en plus de piano, très dissonant, très atonal, très polytonal, et ça accompagne très bien quand même.
Et on va écouter ce Kaddish qu'il a écrit. On va l'écouter dans sa totalité. Vous verrez, là, le piano arrive très tard. Et le piano. Et il est chanté, ce Kaddish donc de Ravel, donc Oui. prière juive, mais écrite par Ravel, écrit Dont par. l'accompagnement est écrit par Ravel, parce Voilà. que la prière, elle existait déjà. Voilà. Ouais. Et c'est très très étonnant. Et il s'est chanté ici par le cantor Harry Schwartz. Alors, ce Kaddish, Magnifique. ce Kaddish magnifique de Maurice Ravel, donc qui magnifiquement chanté par Harry Schwartz et qui a été créé
en 1914 Juste par Maurice. avant la guerre, oui, il a été créé par Alvina Alvi, qui était une chanteuse russe, mais d'origine juive, et avec Ravel au piano. Et cette œuvre a été très vite connue en Europe centrale, en Allemagne, en toute l'Europe centrale, par la communauté juive, bien sûr. Et quand, en 1933, Hitler a lancé les premières persécutions antisémites, beaucoup de Juifs ont fui, ceux qui ont pu ont fui. Et ceux qui ont fui, certains sont allés à Montfort-l'Amaury, chez Ravel, parce qu'ils le pensaient sympathisant. Et Ravel, à l'époque, n'avait pas beaucoup d'argent. Le boléro ne rapportait pas encore grand-chose en 1933. Il commençait à être malade, en plus. Il commençait à avoir sa maladie qui se développait. Mais il leur a donné tout l'argent qu'il avait. Et ça, c'est pas lui qui l'a raconté. Il était trop modeste. C'est sa femme de ménage qui l'a raconté à Manuel Rosenthal, qui était son meilleur élève et qui a écrit un livre sur Ravel. Voilà. Donc, les gens se sont sentis en confiance pour aller à Montfort-l'Amaury à cause de ce Kaddish. Mais C'est alors, une très belle histoire. effectivement, mais il y a quelque chose d'extraordinaire dans ce Kaddish, c'est que c'est à la fois un Kaddish Oui. et en même temps, c'est complètement du Ravel. Ah oui, Et, oh, complètement. qu'est-ce qu'il a Avec fait exactement? Il l'accompagnement. a repris le thème et Ah, il n'a pas touché, il a pas touché au thème. Il a inventé un accompagnement polytonal, dissonant, avec les accords qui sont ses accords à lui. Et comme vous dites, c'est devenu du Ravel. Alors qu'il n'a pas touché à la mélodie, bien sûr. Oui, mais du coup, ça donne une dimension Ah oui, complètement, un univers complètement différent, complètement. qui est vraiment étonnant. Très Et contemporain. il avait une certaine, oui, une proximité avec la communauté juive. Il avait beaucoup Ben, d'élèves, tous ses amis, quasiment Manuel tous ses amis. Rosenthal. Oui, Roland Manuel qui s'appelait Lévy, sa marraine de guerre qui était Madame Lévy, la chanteuse Madame Gray qui s'appelait Grandbach, son professeur Gédalge qui s'appelait Guédalia, tous ces professeurs, à part Gabriel Fauré, qui était français, mais sinon, tous les autres appartenaient à la communauté juive, pas forcément pratiquants d'ailleurs, hein, mais juifs, et il se sentait bien avec eux. Il avait des affinités. Tant et si bien que des musicologues américains ont dit que Ravel était juif, parce que Ravel était un nom qui pourrait être sémite. Mais en fait, non, il s'en est expliqué. Il a dit non, non, si j'étais juif, je serais fier de le dire, mais non, j'ai été baptisé catholique. Ouais. Alors, on va écouter aussi quelques notes, hein, le tout début du tombeau de Couperin, Ah oui. une œuvre absolument, Alors ça, c'est tout à aussi. fait particulier. C'est tout à fait particulier. Ravel a commencé bien avant la guerre, et au départ, c'était pas du tout une La œuvre guerre triste. de laquelle? La La deuxième? première. La Ah ben non, première. La guerre de 14, oui. la deuxième, il l'a pas connue. La première, oui. Il a commencé en 1914, au printemps. C'était un hommage, tombeau, ça faut le prendre dans le sens de hommage. Hommage à Couperin, donc avec des danses anciennes, des Forlane, Rigaudon, Menuet. C'était une suite à l'image des suites de Couperin et de Rameau, mais évidemment avec un langage bien à lui, avec un langage de Ravel. Et c'était au départ une œuvre qui devait être très gaie. Là-dessus est arrivée la guerre. Il s'est engagé, comme je vous l'ai expliqué, il a interrompu son travail d'écriture. Il fallait beaucoup de temps à Ravel. Il fallait 3-4 ans pour écrire chaque œuvre. Il écrivait très lentement. Donc, il avait commencé le tombeau de Couperin, il l'a interrompu. En 1917, il l'a terminé. À la mort de sa mère, il l'a terminé. Et il a dédié chacune des 6 pièces à un soldat mort sur le champ de bataille. Ce qui fait qu'au départ, ce qui devait être un simple hommage est devenu le tombeau de gens qui sont morts en 14-18, des amis de Ravel. Et le plus triste, c'est la toccata, c'est la dernière, la toccata finale, qui est dédiée à Joseph de Mariage, qui était le mari de Marguerite Long, la fameuse pianiste qui a créé ce tombeau de Ravel. Et son mari a été tué dans les 15 premiers jours de la guerre. Donc, quand elle a joué cette œuvre, elle était bouleversée, évidemment. Et cette œuvre a été créée en 1919, pas avant, parce que à la mort de son mari, Marguerite Long a fait une grosse dépression. Elle a arrêté son piano pendant 3 ans. Elle n'avait plus envie de rien. Ravel, à la mort de sa propre mère en 17, a fait une dépression aussi. Donc, tous les deux ont été out pendant 2-3 ans. Et quand ils ont commencé à aller mieux, Ravel dans son côté, Marguerite Long du sien, ils ont décidé de donner en concert le tombeau de Couperin. Et ça a été un triomphe. Ça a été un tel triomphe. Les gens demandaient tous en bis une œuvre différente. Elle a tout rejoué. Elle a rejoué les 6 pièces en bis parce que les gens voulaient tout réentendre. Ça a été un énorme, énorme succès.
Alors, on va écouter le début, la version piano, hein, parce qu'il y a La une version piano. Ah, plus une tard, il l'a version orchestrée. orchestrale Oui. après, et on va écouter le début Le par prélude. Conan Bratigam, les tout débuts, les premières notes du Tombeau de Couperin de Du Maurice Ravel. prélude. Alors, c'est une œuvre auquel je renvoie nos auditeurs, magnifique aussi. Alors, moi, avec Ravel, je voulais vous soumettre une idée que j'ai toujours eue, Oui, c'est que pour beaucoup de grands musiciens, on reconnaît que c'est du Mozart, on reconnaît que c'est du Handel, on reconnaît. Là, on reconnaît que c'est du Ravel, mais chaque morceau a il est un différent. univers Mm, musical particulier. mm. Il n'y a pas deux univers qui se ressemblent. C'est vrai. C'est vrai. Les œuvres pour piano ont beaucoup d'analogies entre elles, hein, quand même. Mais effectivement, le boléro ne ressemble pas à ça, la valse ne ressemble pas à ça, les concertos pour piano, pas du tout. Il a effectivement plusieurs langages. Et puis, ça dépend aussi de l'époque de la vie, de sa vie. Il n'écrivait pas à 20 ans comme il écrivait ensuite Gaspard de la Nuit c'était beaucoup plus difficile à, comment dirais-je, plus difficile à écouter pour l'auditeur, plus dissonant, plus atonal, plus compliqué à jouer aussi, hein. Au fur et à mesure qu'il a vieilli, et son style a évolué. Mm. Mais alors, Ravel, vous dites qu'il n'avait pas de maître, donc ni Dieu, ni femme, ni maître, donc pas de maître, il était Pas de son propre patron, inspirateur. voilà. Il a eu des commandes quand même parfois. Il a eu Ah des oui, oui, commandes oui, 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 oui. qui Il ne a sont eu pas des toujours très commandes. bien passées d'ailleurs. Ouais, les Il a eu commandes. des commandes. Daphnis et Chloé, c'est une commande, et ça s'est très très mal passé parce que Diaghilev, le chorégraphe, Daphnis et Chloé, c'est un grand c'est un ballet, c'est une un musique de ballet, c'est un ballet ballet qui pour date Diaghilev. de, Oui. voilà, qui date de 1912 pour les ballets russes de Diaghilev. Il s'était commandé par Fokine, le chorégraphe, et par Diaghilev, qui n'aimait pas la musique de Ravel. On leur avait dit, mais si, il faut lui commander quelque chose. C'est un jeune qui monte, il n'aimait pas du tout, il préférait Stravinsky. D'ailleurs, Ravel ne s'entendait pas avec eux non plus. Il n'avait pas la même conception de la Grèce antique. Ça s'est tellement mal passé que pour les embêter, dans le final, il a mis une mesure à 5/4, parce que c'est impossible à danser, ça, le 5/4. Rien que pour les embêter, il a mis une mesure à 5/4 dans la bacchanale finale, et c'est un morceau absolument fabuleux, mais il paraît que pour danser ça, les pauvres danseurs n'y arrivaient pas. Et ça, c'est pour se venger de Fokine, avec qui s'était disputé tout le temps. Voilà. Que ça Bon, s'est très mal passé. il avait des colères et des rancœurs extraordinaires, hein. Oui, oui, enfin, il était pas, il aimait pas. Quand on lui mentait, c'était fini. Par exemple, Rosenthal raconte que celui qui lui avait permis d'être
engagé pendant la guerre, alors qu'il avait été réformé, hein. Celui qui a permis de faire la guerre, un jour lui a dit, je vais vous montrer mon bureau, Maurice, je vais vous montrer mon bureau, bien après la guerre, hein. Et c'était Paul Painlevé, celui qui a conçu la ligne Maginot. Et ce Paul Painlevé lui a montré la cheminée de son bureau, et Ravel lui dit, mais il y a tous les signes maçonniques. Il y a tous les signes maçonniques. Ben oui, Paul Levé a dit oui. Et Ravel lui a dit, mais alors, quand je vous avais demandé si vous étiez franc-maçon, vous avez dit que non. Pourquoi m'avez-vous menti? Je ne vous reverrai plus. Il ne l'a plus jamais revu. Ouais. Il ne l'a plus jamais parlé. Il a dit à Rosenthal qu'il soit franc-maçon, je m'en fichais complètement, mais qu'il m'ait menti, ça, c'était pas possible. Ah oui, ça, il était dur pour ça, hein. J'allais pas Beaucoup de tricher fierté avec quand Ravel. même, hein. Fallait pas tricher avec Ravel. Lui-même ne mentait pas, il était très cash, il disait ce qu'il pensait, donc il attendait la même chose des autres. Ouais. Voilà. Oui, oui, c'est une personnalité très, Oui, très entier, très honnête. très, très, très entier. On va écouter. On peut pas faire une émission sur Maurice Ravel, évidemment. On en a parlé au début, sans parler du boléro, Ah, ben bien sûr. euh, qui est, voilà. Alors, le boléro, c'est une œuvre qui dépasse de beaucoup la musique classique. C'est-à-dire que tout le Oui, monde l'a tout entendu le au monde moins le une connaît. fois. Tout le Même monde quelqu'un, le connaît. Tout le monde. tout le monde le connaît. Tout le monde connaît, disons, le rythme de la caisse claire Ouais. qui l'anime du bureau. Obsédant. Et alors ce boléro de Ravel, il a commencé un petit peu comme une pochade en fait. Ben, C'était c'est-à-dire que c'est un malentendu. Il avait reçu une commande d'Uda Rubinstein pour un fandango. Donc, il lui avait dit, qu'est-ce que vous diriez si j'orchestrais Iberia d'Albéniz, c'est joli, il y a 6 parties. D'accord, donc il s'est mis au travail, il a pratiquement tout fini. Et 3 mois avant de rendre sa copie, il apprend qu'il y avait déjà une orchestration d'Albéniz avec un copyright. Et il ne pouvait pas livrer cette partition. Il y avait déjà un copyright par quelqu'un d'autre. Catastrophe. Il lui restait 3 semaines pour faire un ballet alors qu'il travaillait très lentement. Il était catastrophé. Il a dit, qu'est-ce que je vais faire? Alors, puisque je n'ai pas le temps, je vais prendre une seule phrase, je ne vais pas la varier, je vais simplement varier l'intensité et le nombre de musiciens. Il dit ça, c'est pas grave. Il a même dit à ses amis, c'est pas grave, c'est juste un ballet, les gens n'écouteront pas, ils regarderont les danseuses. Et puis de toute façon, c'est pas quelque chose qu'on écoutera en concert. Il n'avait pas du tout conscience du chef-d'œuvre qu'il était en train d'écrire. Et il n'a jamais compris pourquoi il y a eu tant de succès. C'est quelque chose qu'il n'a jamais compris. Il a dit, mais c'est une page sans musique. Parce que pour lui, la musique, c'était le raffinement orchestral, c'était le et puis les raffinement développements harmonique. parce que Le la développement, il musique n'y a pas de classique, vous développement prenez là. un thème, vous faites des développements, c'est le Mais principe. oui, Et mais là, là, il n'y c'est en le a même pas. du début à la C'est fin le même. qui est répété combien de fois? 20 Alors, fois? il est 10 répété 140 fois et il dure 17 minutes. Non, il y a 140 avec la fois, mais même tonalité, pas de modulation. tout en do majeur. Il y a quand même 4 bémols dans la seconde partie du thème, mais ça reste en do majeur. Les basses sont toujours do, do, sol, do. Ça module pas du tout. Ça module 3 minutes avant la fin. On passe en mi majeur pendant 4 mesures et on revient en do majeur. Et donc, il y a des gens qui ont crié au fou. Ça n'a pas toujours été bien compris. À la première représentation, il y a une femme qui s'est mise à crier au fou, au fou. Ça a beaucoup fait rire Ravel. Il a dit, celle-là, elle a tout compris. Mais après, ça a été un triomphe, et à chaque fois un peu plus. Et là, Ravel, c'est la dernière chose qu'il a dit avant de mourir, avant d'être opéré. La veille de son opération, il était chez des amis, il attendait d'être opéré, et ils écoutaient la radio. Et c'était donc en 1937. Hein. On jouait le boléro qui faisait un tabac partout. Hein. Et Ravel s'est mis à rire alors qu'il parlait presque plus, il était comme un légume quasiment à la fin, c'était terrible. À la fin de sa vie. Ouais. Oh, c'était épouvantable. Donc là, il s'est mis à rire, alors les autres très contents, mais Rara, il appelait Rara. Qu'avez-vous, Rara, mon cher ami, pourquoi riez-vous comme ça? Et il a dit, vous vous rendez compte de la blague que j'ai jouée au monde musical, en écoutant le boléro. Pour lui, c'était un gag. Mais pour lui, c'était un gag jusqu'à la fin. Et C'est-à-dire il il a n'a composé jamais en quelle année? compris. Il a Rappelez-vous, composé en 1928. 28. Et il a toujours considéré ça Il n'a pas comme compris. pas très sérieux. Pour lui, c'était pas de la musique. Hein. D'ailleurs, il n'était pas très content de ses œuvres en général. Non, Il non, trouvait non. qu'il n'avait pas
il s'était pas exprimé comme il aurait pu le faire Il à était la fin de jamais sa vie. content, il était jamais content de ce qu'il avait fait. Il était très exigeant envers ses élèves, il déchirait un petit morceau les devoirs de ses élèves, et puis des élèves adultes, hein, quand ça lui plaisait pas, mais il n'était jamais content de lui non plus, hein, il fallait toujours que ce soit mieux, oui. Mm. Un grand perfectionniste, et c'était jamais assez bien pour lui. Ouais. On va écouter quelques mesures le début et quelques C'est mesures ce fameux rythme de de ce boléro, boléro de Ravel, ce rythme lancinant. lancinant. Et c'est le Boston Pops Orchestra sous la direction d'Arthur Fielder. Alors évidemment, ça C'est dur de continue, l'arrêter, hein. ça se développe. Donc on laisse nos auditeurs voir votre livre, hein, Maurice Ravel, ni femme, ni Dieu, ni maître, et toutes les explications autour de ce thème, et puis l'écouter dans toutes les versions possibles, Oui, imaginables, parce que c'est extraordinaire le nombre de versions qu'il y a eu oui, oui, de ce oui, oui. boléro. On a même fait des ballets. Béjart a fait un ballet extraordinaire. Lelouch a bâti un film entier sur cette œuvre. Ça se termine par le ballet de Béjart, d'ailleurs, hein, les uns et les autres, ça s'appelle. Oui, c'est connu dans le monde entier. Je crois que tout le monde connaît le boléro de Ravel, même au fin fond je pense, de la Russie ou de la, des pays les plus reculés, même en Chine, partout. Je pense qu'on connaît le boléro de Ravel. Mais alors comment vous expliquez un morceau où apparemment c'est toujours la même chose, puisqu'il y Ah avait ouais. même son voisin qui avait acheté les deux disques et qui passait jamais le deuxième disque. Parce qu'il Il disait, c'est disait pas la peine que je passe le deuxième, de toute façon, c'est la même chose que le premier. Donc, oui, oui, son voisin jardinier, oui. ça dure 20 minutes, je crois, à peu Ah, près. oui, oui, ça dure 17 minutes, oui, 17 oui. minutes, selon les interprétations. Ouais. 17 minutes où, d'abord, le percussionniste fait toujours la même chose pendant Oui, 17 minutes. mais c'est pas facile, hein, de pas attraper de crampes pendant 17 minutes. Commencer piano, aller de plus en plus fort, c'est très difficile à Et faire. personne le relaie à un Non, moment. non, à un moment donné, ils sont deux. À un moment donné, ils sont deux, mais celui qui a commencé, il va jusqu'au bout, hein. Non, non, non. C'est la galère, c'est le marathon du percussionniste, le boléro de Ravel, hein.
Ouais, parce que c'est quand C'est très difficile à faire. même un somme extraordinaire. C'est très difficile à diriger aussi. Si vous le prenez trop vite, vous tuez la magie. Si vous le prenez trop lent, c'est insupportable. Donc, il n'y a qu'un seul tempo possible et si vous ne l'attrapez pas au début, c'est fichu. Ouais. Donc, les chefs d'orchestre sont morts de trouille avant de le diriger, les percussionnistes aussi, tout le monde est mort de trouille. Les musiciens sont à découvert, à tour de rôle, tout seuls, chacun pour faire la phrase, et ils sont morts de peur. Et ils ont surtout peur de démarrer au mauvais moment. Parce que comme c'est toujours la même phrase, il faut compter les mesures, compter les mesures. Et je le raconte dans mon livre, un jour à Bordeaux, il y a une trompette qui est partie 16 mesures trop tôt. Elle est partie alors qu'elle n'aurait pas dû partir en même temps que le corps anglais qu'elle ne pouvait pas entendre. Donc, elle a joué ses 16 mesures et puis elle attendait la suite. Et puis, c'était lui qui aurait dû jouer, mais il avait joué trop tôt. Donc, il y a eu 16 mesures sans rien, avec les seconds violons qui essayaient tant bien que mal de jouer le thème, le chef qui roulait des yeux furibards, les premiers violons qui rigolaient. C'est un concert dont on parle encore à Bordeaux, hein. C'est très facile de démarrer au mauvais moment. Très Ouais. facile. Mais Il alors, ce suffit qu'il de se y a tromper dans le comptage et on démarre trop tôt. ouais. Ce qu'il y a d'extraordinaire et là, on voit pourquoi c'est-à-dire que, finalement, comme c'est toujours le même air, on se détache de l'air parce qu'on n'a rien à en attendre d'une certaine façon et on se concentre sur l'orchestration et ça, il y a que Ravel Ah oui. qui pouvait le faire parce que c'est un summum d'orchestration. Ah oui, c'était le roi de l'orchestration. Il avait le Ah, génie de l'orchestration. Ouais, ouais, ouais. Et puis, il y a ce côté, ce crescendo. Enfin, c'est d'un érotisme torride, hein. C'est d'un érotisme torride. Et comme évidemment, Ravel, on en a plus ou moins parlé, n'avait pas vraiment de vie de ce côté-là, il s'en est même pas aperçu. Tout le monde l'a vu sauf lui. ouais, C'est son inconscient qui a pris le dessus quand il a composé ça. Donc, il ne s'est pas aperçu de de ce qu'il écrivait. ouais. Il a dit quand même un petit peu plus tard à des amis intimes, à Rosenthal, qu'il a raconté dans son livre, il a dit, il y a peut-être un élément psychosexuel quand même, mais il n'était pas sûr, alors que c'est évident, c'est évident. Mais il lui a fallu du temps pour admettre ça parce que ça lui a échappé. Ouais. Il ne l'a pas fait exprès. Le Alors, créateur, Michel Le Pitot d'Orfeuille, oui. donc ce musicien extraordinaire, Maurice Ravel, hem bon, on a parlé tout à l'heure de cette époque. Est-ce qu'on n'est pas tous un peu, quand même, nostalgiques de cette, grande époque de la musique française? Parce qu'évidemment, il y a Ah oui, Ravel, ça. il y a Fauré, Debussy qui étaient certainement des Honegger, Milhaud, inspirateurs, oui, Yann Milliot, Hunéguer et cetera. il y avait de beaux noms, de Poulenc, il y avait une sacrée école française, hein, oui, oui, magnifique. Oui, on est sûrement nostalgique. Je pense qu'on est surtout nostalgique de la période d'avant la guerre de 14. Il y avait une douceur de vivre qui n'est jamais revenue, jamais. Même après même une fois la paix revenue, ça n'a plus jamais été pareil. Moi, je sais que mes grands-parents qui ont vécu l'avant-guerre de 14 et l'après-guerre de 14 m'ont dit plus rien n'a jamais été pareil après 14-18. C'était la fin de l'innocence. C'était la fin d'une certaine croyance en l'homme. Ça avait été tellement horrible, cette guerre de 14, et tellement de morts, tellement d'horreur, que c'est peut-être de ça qu'on a la nostalgie plutôt que de la musique elle-même, peut-être, l'époque. De cette Il me époque, ouais. semble, oui, cette Et si époque-là. on reparle un peu de musique, alors, vous qui êtes une Oui, professionnelle de la musique, oui. puisque, voilà, j'ai rappelé que vous étiez, chef d'orchestre, chef de chœur, Mmh. pédagogue aussi, hem Oui. et écrivain sur la musique. Quel est votre sentiment sur la musique de notre temps? Alors c'est une grande question évidemment, mais je vous la Bah, pose quand même. écoutez, je suis en train de rééditer, un guide d'écoute que j'ai écrit il y a 25 ans, qui est épuisé depuis très longtemps, qu'on est en train de rééditer avec des QR codes à la place des disques, des 25 ans. Et donc j'ai un chapitre sur le 21e siècle, hein, bien sûr. Et j'en dirige beaucoup, moi, avec mes chœurs de la musique du 21e siècle. Des choses écrites en 2013, des choses écrites en 2010. C'est extraordinaire. Il y a pour le chant choral, je parle de ce que je connais. Pour le chant choral, il y a des compositeurs comme Karl Jenkins, comme Dan Forrest, comme Whittaker, comme Ola J. Lo, des jeunes, des Américains, beaucoup d'anglo-saxons, qui écrivent des merveilles, des merveilles. Et nous, en chant choral, on a beaucoup de chance, parce que ce sont des choses que tout le monde peut chanter. C'est difficile, mais ce n'est pas hors de portée des choristes que j'ai. Donc on se régale à chanter de la musique du 21e siècle.
Mais cette musique, Et cette musique aussi. Martine Palmieri avec sa musique inspirée du tango, qui est très difficile à chanter, mais qui est une merveille. Sa Missa Tango sont magnifiques. Je les ai créées en France. Ces œuvres-là, je les ai créées. Je les ai jouées pour la première fois, donc en 2010. Ça n'avait jamais été joué en France. Et c'est fabuleux, ça se joue partout maintenant. On a à nouveau un âge d'or. Ah oui, à ce Ah point-là. Donc, oui, ah ça oui, c'est. ah Ouais. oui. Alors moi, je vous parle en tant que Oui, chef mais de on n'a pas chœur. le, on n'a pas l'impression qu'il y ait l'audience, j'allais dire l'audience populaire, Ça va que pouvait venir, ça avoir va Maurice venir, Ravel. ça va venir. Ce qui nous gêne, c'est les droits d'auteur à régler. C'est-à-dire que moi, quand je fais cette musique-là, cette année, je fais du Jenkins, du Jenkins et du Forest. Dans mes concerts à venir, ça va me coûter très très cher parce qu'on a des droits d'auteur, on a des partitions à louer, on peut pas les acheter, il faut les louer, on repaye à chaque concert. Donc c'est ça qui empêche qu'on en fasse davantage. Je trouve normal que les compositeurs gagnent quelque chose sur leur musique, ça me gêne pas. Ce qui me gêne, c'est que les éditeurs de musique nous plument et nous mettent le couteau sur la gorge et nous fassent payer les partitions à chaque concert. Ça, il faudrait peut-être changer la loi parce que on en jouerait beaucoup plus si c'était pas ça. Ah oui, bah alors c'est d'une certaine façon, ils coupent la branche sur laquelle ils sont assis parce que Ben oui, ils ont quand même intérêt à ce que leurs compositeurs et leur musique et soient oui, beaucoup mais plus les joués. compositeurs, ils voudraient, c'est pas la faute des compositeurs. Martin Palmieri, je le connais très bien. Il me file gratuitement ses partitions d'orchestre et de chœur pour que je puisse les faire sans passer par l'éditeur. Mais il se fait taper sur les doigts parce que Martin, ce qu'il veut, lui, c'est qu'on joue sa musique. Alors, on lui paie la SACEM, mais ce que j'économise, c'est les droits comment dirais-je, la part de location des éditions papier. Et ce sont les éditeurs papier qui nous coulent. Encore une fois, c'est normal que les compositeurs soient rémunérés. Ce n'est pas normal que l'éditeur gagne plus d'argent que le compositeur à chaque concert. Est-ce que les choses peuvent évoluer alors pour permettre Il à toutes faudrait changer la ces loi. belles musiques d'être mieux Ben entendues, oui, il mieux faudrait connues? que tout le monde puisse faire du Jenkins, du Forest, du J.Lo, du Whittaker. C'est tellement beau. Ou du Rutter, ça coûte très cher de monter du Rutter. Très, très cher. Et c'est magnifique. C'est ça le problème. Il est là le problème. Michel Et- Lepiteau d'Orfeuille, merci. Merci et d'être je vous en venu au prie. micro de Pilpoul, hein. Je rappelle votre livre, Maurice Ravel, Ni femme, ni Dieu, ni maître, aux éditions Le Bord de l'eau. Et vous reviendrez peut-être une autre fois pour nous parler à ce moment-là justement de la musique du XXIe siècle. Ah oui, de mon guide d'écoute qui va sortir en novembre, où là, je passe en revue toutes les époques, en partant de la préhistoire. Donc, vous voyez, je ratisse large, hein, et je vais jusqu'au XXIe siècle, bien sûr. On parle. Eh ben, écoutez, on parlera du XXIe siècle alors. Avec Merci beaucoup plaisir. d'être venu et Merci à vous. Merci à vous. à bientôt. Au revoir. À bientôt.